Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes du Francophone. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dr Philippe Rolla, qui est interniste dans le CIUSS de l'Est de l'île de Montréal. Philippe est reconnu pour les nombreux congrès qu'il a organisés avec le CCUS puis maintenant le HNR. J'ai l'occasion depuis maintenant 7 à 8 ans de travailler avec Philippe. Puis, il a toujours réussi à me dépasser un petit peu et me pousser, en fait, je devrais dire, au niveau de l'utilisation de l'échographie puis de la gestion de la volémie aux soins intensifs. Bonjour, Philippe. Bonjour, Yann. Merci beaucoup pour m'avoir ici au Francophone. Ça va bien aujourd'hui? Tu es prêt à parler de volémie? Excellent. Écoute, avant de commencer dans le vif du sujet, ce que je voudrais faire, c'est faire un petit retour sur l'historique de la volémie au cours des 20 dernières années. On sait qu'au début des années 2000, Rivers est devenu une norme pour tous les médecins de soins intensifs, avec une utilisation assez libérale du volume des cristalloïdes. En général, c'était du 30 ml par kilo, puis des fois, c'était beaucoup plus que ça au fil des jours. Et il est venu changer la donne à ce niveau-là. Il est venu un petit peu normaliser ou technicaliser l'utilisation du volume aux soins intensifs. Mais rapidement, dans les années qui ont suivi, au cours des années 2010, on s'est rendu compte que le volume est plutôt nocif et pas si inoffensif que ça. Et on est devenu de plus en plus restrictif. On s'est rendu compte qu'il y avait des risques associés à l'hypervolémie. Lorsqu'on compare l'étude de Rivers avec Process, par exemple, on se rend compte qu'à 72 heures, Rivers avait déjà donné 13 litres de liquide versus l'utilisation plutôt restrictive selon le médecin des soins intensifs. Avec Process, on était plus aux alentours de 7 litres. Puis il y avait vraiment 7 litres à 72 heures. Il y avait vraiment une utilisation inversement proportionnelle entre le liquide et les amines. Donc, par exemple, avec Rivers, on était à 13 litres avec 27 % de patients sous vasopresseur, mais avec 44 % de mortalité. Alors que dans Process, c'était complètement le contraire. Donc, 7 litres pour 54 % d'utilisation de vasopresseur, puis 2 fois moins de mortalité avec 21 %. On s'est dit, peut-être que le volume est dangereux à ce niveau-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'hypervolémie, c'est pas du tout naturel chez l'humain. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. L'humanité était beaucoup plus dans des situations d'hypovolémie, de sécheresse, de manque de liquide. Alors, l'hypervolémie causait des problèmes sur tous les organes, du délirium à l'édème pulmonaire, aux épanchements pleuraux, à l'édème myocardique, aux augmentations de pression intra-abdominale, aux problèmes GI, de malabsorption, de translocation bactérienne. En fait, l'hypervolémie, c'est extrêmement néfaste. Alors, pour travailler avec toi, puis voir à quel point que tu fais de l'échographie de façon systématique sur tous tes patients, j'aimerais ça que tu me donnes, toi, ton approche d'un patient aux soins intensifs, ton approche de base là, dans ta gestion de la volémie. Comment tu fonctionnes? OK. Alors, écoute, c'est un sujet, je crois, très, très, très important. C'est certainement des choses qu'aux soins ou à l'urgence, au moins dans la salle de choc, on doit gérer à peu près tous les patients. Là, évidemment, si on regarde dans les patients de choc dans réanimation, je pense que c'est juste clair qu'il ne faut pas qu'on soit dans les extrêmes. Il ne faut pas qu'on soit dans une situation d'hypovolémie extrême, puis il ne faut pas qu'on soit dans une situation d'hypervolémie extrême. Puis un peu malheureusement avec l'ascension de l'écho au chevet, qui est évidemment, comme tu sais, une chose fantastique, mais c'est venu avec ça aussi une certaine application ou un peu la même philosophie qui a poussé beaucoup de monde en médecine et de protocoliser les choses, essayer d'avoir une espèce de recette qui dit, à tant de TVC ou tant de veine cave, on doit faire ci, on doit faire ça. Puis ça, je pense que c'est la pire chose à faire. Alors, ce qu'on a vu, c'est que quand le monde a découvert, disons, la veine cave, puis ça, la veine cave, au début, c'est venu de la veine cave supérieure, là, des études de Veillard-Baron en France, en ETO, dans le monde, en choc ventilé. Ça a été extrapolé un peu à la veine cave inférieure, qui est évidemment plus accessible et plus facile à regarder. Et à la suite de ça, c'est devenu la quête, de quest pour le volume responsiveness. Et toujours l'idée s'il y a de la place, je vais en donner. Mais si on voit ça, que ça devient un peu un cercle vicieux où on voit de la place, on pense qu'il y a du volume responsiveness, et puis on donne du volume.
Après ça, on réévalue parce que le patient demeure toujours en choc 1 heure plus tard ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on envoie encore et on en donne encore. Donc, finalement, si on rentre dans ce loop-là, on finit par en donner jusqu'à ce que le patient ne soit plus volume responsive. Et comme tu as dit, ça, c'est des situations universellement pathologiques. On pense à l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale où il n'y a plus de débit urinaire puis les patients deviennent hypervolumiques. Ce n'est pas foncièrement une bonne chose. Alors, je pense qu'il faut avoir dans notre tête des fluid stop points, des endroits où on dit maintenant on n'en donne plus, on n'en donne pas. Et moi, j'ai toujours dit que non, c'est pas vrai. J'ai pas toujours dit ça. J'ai été pendant des années à noyer des patients et à créer de la RDS et des raisons de jouer avec le ventilateur. Je pense qu'on le faisait tous, là. Oui, mais je pense qu'il faut savoir, puis il faut aussi qu'on le faisait et que c'était la meilleure chose qu'on pensait à ce moment-là, parce que je pense qu'on a tous grandi avec l'idée que leave a fed, leave them dead, ou they have to swell to get well, c'est-à-dire qu'il fallait tout faire pour éviter de donner des vasopresseurs et que si on en donnait, il fallait faire encore tout ce qu'on pouvait pour essayer de les enlever le plus rapidement possible. Ouais. Ce qui est un peu absurde parce que quand on pense au choc septique, on sait tous, on l'a appris tous, c'est écrit noir sur blanc dans les livres et tout, que la dysfonction primaire, à grande surprise, peut-être, c'est pas l'hypovolémie, mais c'est une vasodilatation. Alors, mais on traite la vasodilatation de façon agressive avec du volume. Ce qui est un peu bizarre. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que je veux éviter les extrêmes. Alors, pour savoir que ce soit ma veine cave ou ma TVC, quel est l'optimal pour chaque patient, je pense qu'il n'y a pas de réponse, je pense qu'il n'y a pas de chiffre magique. Moi, ce que je ne veux pas chez mon patient que je réanime, c'est une veine cave pléthorique, une veine cave qui est pleine, qui a peu de variations respiratoires ou même juste circulatoires spontanées. Et je veux pas non plus la veine cave qui est toute petite, là. Et de façon complètement arbitraire, je vais dire que j'aime ça avoir une veine cave qui est dans le coin de 10 mm, 10 à 15, là, mais c'est complètement arbitraire, là. Ça ne veut pas dire que 18, c'est pas correct, qui varie, et ça ne veut pas dire que je ne serais pas nécessairement content à une veine cave de 7 ou 8 mm. Mais ça, c'est une zone grise que je pense que personne n'a la réponse de où exactement on doit être. Je pense que ce qui est clair, c'est qu'on ne doit pas avoir une veine cave pléthorique. Donc, on ne doit pas pousser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de volume responsiveness. L'autre chose que je pense qui est importante de penser comme concept, plutôt que volume responsiveness, c'est penser en termes de volume tolerance. C'est-à-dire que, est-ce que si je donne du volume à ce patient-là, je risque pas de causer d'autres problèmes? Alors, il y a la congestion veineuse, là, donc qui représente la fonction du cœur droit dans un certain sens, mais il y a aussi évidemment la congestion pulmonaire. Alors si on a quelqu'un qui est sur Optiflow, BiPAP, 100%, etc., qui est sur le bord d'être intubé, ou même quelqu'un qui est intubé mais qui a très hauts paramètres, difficile à ventiler, oxygéner, ben ça, je pense que il est clairement pas volume tolerant. Ou même quelqu'un qui a un peu d'édème cérébral post-arrêt ou traumatique ou qui a un abdomen assez tendu, ça, c'est tous des patients qui ne sont pas très volume tolerant parce qu'on sait tous que le cristalloïde, la majorité, va se retrouver à l'extérieur, puis en général, à l'extérieur du vasculaire. Et en général, ça va être dans les endroits blessés, les endroits inflammés, c'est là que ça va être pire comme accumulation. Donc, si je comprends bien, quand tu as un patient qui est dans cet état-là, qui n'est pas volume tolérant au volume, mais qui reste de la place à la réponse au volume, ben, tu vas te garder une gêne puis tu ne vas pas continuer à donner du liquide. Même si tu as une veine cave qui serait adéquate à donner du liquide, tu vas vraiment te mettre un frein toi-même pour ou bien donner des diurétiques si l'hémodynamie le permet, ou bien juste mettre des amines pour maintenir l'hémodynamie. Absolument. En fait, pour moi, maintenant, c'est même pas de me donner un frein parce que maintenant, je cherche une bonne raison pour donner du volume. Oui. Alors, c'est un peu un shift de mentalité. Le volume, le cristalloïde, c'est un médicament. Exactement. C'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau comme on a toujours pensé, de l'eau salée. Là. Exactement. Il faut une bonne raison. Tantôt, tu parlais de protocoliser, fait que je peux pas m'empêcher de parler de la TVC. Je pense que toi et moi, on a eu souvent des discussions là-dessus, mais j'aimerais ça en quelques mots que tu me dises qu'est-ce que tu penses de la TVC. Bien, je pense que la TVC, il y a beaucoup d'informations dans la TVC qui est très importante et surtout dans le tracé de la TVC. Dans la valeur même, une seule valeur isolée sans connaître le contexte cardiovasculaire, je pense, encore une fois, a peu
a peu d'utilité, sauf dans les extrêmes, peut-être. Si on me dit, bon, la TVC, puis ça a été bien mesuré, tout est beau, donc il n'y a pas de problème technique, j'ai une TVC à 25. OK, clairement, ça me dit qu'il y a une défaillance, et je vais sortir ma sonde d'écho, puis je vais voir quel est le problème. Ou même chose, il y a une TVC à 1, ben OK, c'est probablement qui est sec, mais je vois peu d'utilité, à part dans un sens de diagnostic, ça m'ajoute rien versus l'échographie là, en ce moment. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que j'en fais plus de TVC dans les faits en termes avec la voie centrale puis en calcul. Bon, je la fais intuitivement en faisant mon écho de ma veine cave, mais au fond, ce que je me rends compte, c'est que plus que ma TVC est élevée, plus que je vais avoir une congestion de mes organes encapsulés. Donc, c'est un indice, à mon avis, de nous dire « Oh, là, il se passe quelque chose, puis on devient de plus en plus congestif. » Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui. Parlant de TVC puis de technique, bon, on le sait, avec Rivers, tout est devenu très protocolisé, puis tu l'as dit toi-même au début, on essaie toujours de reprotocoliser quelque chose quand un nouvel instrument arrive, puis l'échographie est devenue ça. Oh, j'ai 18 de veine cave, je vais donner du Lasix. Bah, pas toujours. Un des instruments qu'on utilisait beaucoup dans le passé, qui a eu une mauvaise presse parce que, soi-disant, ça traitait le docteur, c'est le Swan-Ganz. De plus en plus, dans les congrès de soins, on en entend parler. Je sais qu'on a des collègues d'un hôpital voisin, Dr Deneau, qui utilisent encore le Swan-Ganz dans ses chirurgies cardiaques de haut vol. Mais dans la vie de tous les jours, aux soins intensifs, le Swan-Ganz est quand même assez tombé. Par contre, on dirait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui revient avec ça. Mm-hmm. As-tu ton opinion par rapport au Swan? Parce que on ne l'utilise pas, nous, dans notre centre encore, mais on sait que nos infirmières sont en formation de réapprendre à utiliser le Swan parce qu'il y a un des problèmes. Ils ont perdu les capacités de gérer les Swans. Mais malheureusement, ça, je pense que je peux prendre le blâme un peu pour ça. C'est parce qu'on l'avait et je m'en servais dans les débuts. J'ai commencé ici en 2000. Et puis pendant quelques années, je m'en servais, mais avec l'ascension et mes les habiletés en échographie, ça a lentement disparu et avec ça, les compétences infirmières. Donc, on s'est retrouvé à zéro. Mais je pense que justement, avec le fait qu'on commence à focusser plus sur le cœur droit, je pense que le SWAN, et ça fait d'ailleurs 2 ans là, que j'essaie qu'on reparte le programme de SWAN, qui va repartir en 2019. 2019, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, ça commence. Mais parce que, justement, pour monitoriser le cœur droit, je pense que c'est important. Je pense que tous les moniteurs, le trend est plus important. Et maintenant que la technologie nous donne le débit cardiaque continu, et en plus avec les pressions de l'artère pulmonaire qui peuvent être bien mesurées, parce que, par exemple, les cas de défaillance droite où on a des interventions telles Flolan ou Mérinone ou choses comme ça que je sais que tu fais souvent, c'est difficile pour nous d'être là à mesurer la pression de l'artère pulmonaire en écho 4 fois par jour. Là. On le fait au début pour voir où on est, puis on le fera peut-être le lendemain, mais être capable de vraiment voir si notre thérapie a un impact. Puis je pense que pour peu importe la thérapie qu'on fait, je pense que si on le fait à l'aveugle, sans savoir si on a eu un bénéfice de ce qu'on a fait, on risque juste de tomber dans les effets secondaires des médicaments qui en ont tous. Là. Alors, je pense que c'est important. Tout à fait, de voir l'artère pulmonaire en direct, puis de voir l'efficacité, par exemple, d'une inhalation de Milrinone ou de Flolan, puis de voir que, bon, pour ceux qui se rappellent un peu, elle avait une allure de racine carrée lorsqu'on est en hypertension pulmonaire, puis qu'on perd cette allure-là de racine carrée de la courbe de l'artère pulmonaire, bien, on sait qu'on fait quelque chose de bien. On le voit indirectement maintenant, ou bien par l'écho, ou bien par l'augmentation de la pression artérielle, mais de le voir là en direct, je pense que c'est un must, là. Absolument. Puis c'est sûr que dans la courbe, il va y avoir des choses intéressantes à regarder. Ça fait quelques mois que je travaille le Doppler du RVOT, puis on voit des patterns justement dans le Doppler pulsé là, qui nous donnent l'information sur l'hypertension pulmonaire. Est-elle un peu plus primaire versus secondaire? Puis est-ce que justement en appliquant certaines des thérapies vasodilatatrices, est-ce qu'on va pouvoir aller améliorer le flot pulmonaire? C'est des choses intéressantes. Alors, je pense que le SWAN va faire un retour, mais je pense que ça va être bien parce qu'il va le faire, ou j'espère en tout cas, il va le faire pour certaines indications un peu plus précises. Mais, regarde, tu connais Corbin Haycock qui fait qui se sert du SWAN à l'urgence de façon vraiment impressionnante dans la réa des premières heures, là, qui peut, je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dedans aussi dans le futur. Ben, on voit souvent ça en médecine, hein? Les choses partent et reviennent, disparaissent et réapparaissent. Je pense que des fois, de discarter des technologies anciennes, c'est pas toujours la bonne affaire, mais si on la réutilise
selon les connaissances d'aujourd'hui, ben c'est parfait. Moi, j'ai juste hâte de pouvoir revoir mes courbes d'artère pulmonaire en direct, là, d'une certaine manière. Il y a quelque chose que je veux parler. Là, on a parlé un peu de la TVC, du Swan, des vieilles affaires, mais il y a quelque chose d'un peu plus nouveau, puis je sais que tu es pas mal impliqué là-dedans, puis tu discutes beaucoup avec tes collègues américains, puis un petit peu internationaux, sur le VEXUS Score. J'aimerais ça que tu me parles un peu du VEXUS Score, puis que tu parles un peu au niveau des reins, au niveau de la pulsatilité, de la veine porte et tout et tout. Donc, j'aimerais ça, pour les gens qui connaissent pas ça, je ne veux pas aller trop dans les détails. Naturellement, on va mettre des liens dans les notes de la balado pour ceux qui seront intéressés, dont le Thinking Critical Care, ton blog, là, où est-ce que ça donne beaucoup d'informations puis beaucoup d'exemples de cette utilisation-là. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu du VEXUS, s'il te plaît. OK. Alors, le VEXUS Score c'est vraiment dans ses débuts. Le VEXUS, c'est un terme qui a été inventé par Rory Spiegel. Ceux qui sont sur Twitter, c'est @EMNerd. Et la terminologie, c'est Venous Excess Ultrasound Score. Alors, avec Corbin et lui, on a mis ensemble certaines données échographiques pour rendre plus robuste l'évaluation de la congestion veineuse. Ce qu'on a associé, dans le fond, c'est la veine cave, le Doppler des veines hépatiques, le Doppler de la veine porte et le Doppler intrarénal vasculaire. Alors, chacun de ces éléments-là ont on peut dire des faux positifs qui peuvent fausser la donne, et les prendre à l'individuel, ça peut toujours nous donner... c'est moins robuste que si on les met tous ensemble, puis il y a une certaine consistance à travers tous ces signaux-là qui nous disent que, oui, en effet, il y a un niveau de congestion marqué. Alors, en ce moment, il y a 2 articles qui sont en soumission sur ça. Une où on a appliqué ça avec l'aide de André Deneau et de William Beaubien-Souligny à beaucoup de leurs patients cardiaques dont ils avaient déjà le data, mais qui avait déjà été fait. Et en effet, de façon préliminaire, là, on voit qu'un VEXUS avancé, c'est-à-dire un VEXUS où on voit une veine cave qui est pléthorique associée à 2 ou plus anomalies de Doppler veineux dans les autres organes, donne un risque d'insuffisance rénale marqué, beaucoup plus élevé ce qu'on pourrait dire est un VEXUS 1 ou 2, où il y a juste une veine cave grosse et qu'il n'y a pas nécessairement autant de dérangements au niveau du Doppler veineux. Alors, ça nous dit qu'au niveau de la congestion splanchnique, c'est un niveau de congestion qui est toxique ou injurieuse aux organes. Donc, plus ton résultat est élevé, plus que tu as de la congestion, puis plus que tu as une atteinte de tes organes encapsulés. Est-ce que c'est uniquement pour le rein, ou tu vas voir, par exemple, un foie congestif relié à ça aussi, qui va apparaître avec une anomalie des transaminases? Oui, en général, on va le voir, mais ça n'a pas été encore évalué. Le endpoint qui est le plus, en général, significatif pour nous autres, c'est l'insuffisance rénale, plus que qu'une certaine congestion hépatique, mais ça va être aussi à regarder dans les autres qui sont plus prospectives, parce que ça, c'était rétrospectif sur du data qui était déjà là. Okay. Puis il y a une autre étude au centre de Rory Spiegel à Baltimore qui va sortir sur une population plus générale de soins intensifs là, qui sensiblement montre la même chose. Et alors, ça va être intéressant pour établir, c'est surtout pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, pour établir un fluid stop and reverse point. Donc, au point où, là, on est mieux d'en enlever, de traiter cette congestion-là, parce qu'on sait qu'à ce niveau de congestion-là, on va avoir de l'insuffisance En fait, c'est comme si ça te donne une indication un peu plus rapide des débuts d'une atteinte congestive que tu ne verrais pas de l'utilisation qu'on fait de l'échographie normalement. C'est ça. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me dire, la première fois que tu m'en as parlé, j'ai eu la même réaction-là. Je dis, pourquoi j'apprendrais cette technique-là, qui est beaucoup plus complexe, on s'entend, là, c'est pas comme checker ta veine cave, puis tout va bien, puis tu es pleine et pas pleine. Puis je me dis que je regarde ma pratique dans les dernières années, j'ai changé beaucoup. J'ai donné des diurétiques beaucoup plus tôt. On le dit, nos taux d'ARDS dans notre hôpital ont chuté dramatiquement. Je me dis, je regarde ma veine cave des fois 1, 2 fois, des fois 3 fois dans la même journée d'un patient, puis j'ajuste mon liquide. Je regarde mon collapsus selon la respiration. Je regarde ma valeur. Puis tantôt, tu parlais de la valeur de la veine cave. Effectivement, la valeur veut rien dire, mais si dans la journée est passée de 2 mm à 12 mm à 26 mm, là, ça veut dire quelque chose. Alors donc, si j'évalue ça comme ça, puis que je décide d'arrêter mon liquide ou de donner des diurétiques ou de partir mes amines plus tôt, puis que j'ai un bon résultat, à quoi ça me sert d'aller vers ce petit fine-tuning-là? Puis je sais, on est aux soins intensifs, le fine-tuning, ça fait partie de notre pratique. Peut-être qu'un urgentologue ne fera pas ça, mais
Donne-moi un argument qui fait que oui, je vais aller l'apprendre, cette technique-là qui est pas très facile au début, là. Oui, écoute, moi, la première fois que André Deneau m'en avait parlé en 2000, je pense que c'est en 2015, qu'il m'en avait parlé il m'avait dit, Philippe, il faut que tu commences à regarder la veine porte, puis la plus facile est la veine porte. Et puis, il m'en avait grossièrement parlé un peu du niveau de la congestion, etc. Puis j'ai dit, OK. Puis j'ai eu la même réflexion. Mais pourtant, quand j'ai une grosse veine cave, ben, je suis plein, j'en donne pas plus. Est-ce que je vais en enlever? Peut-être. Alors, qu'est-ce que ça m'amène de plus? Et puis, ben, c'est justement quand tu regardes, et puis même au début, quand on partait le Vexus, je n'étais pas nécessairement convaincu que ça allait montrer plus que la grosse veine cave pléthorique. Mais en effet, si tu as juste une grosse veine cave pléthorique, mais que tout le reste du flow, Doppler, hépatique, rénal, portal est normal, ben, tu n'as pas vraiment d'augmentation d'insuffisance rénale, choses comme ça. Alors, ça, maintenant, pour moi, la grosse veine cave, avec le reste normal, c'est devenu certainement un stop point de fluide. J'espère même pas me rendre à ça, mais si je suis là, c'est sûr que, disons que je tombe sur un patient comme ça, ben, j'arrête le volume, etc. Mais j'ai pas la sensation qu'il faut que j'en enlève, nécessairement. Mais que si j'ai des signes vraiment d'hypertension veineuse avec un Vexus qui s'élève plus, parce que ça, la grosse veine cave, ça fait un Vexus 1, c'est le premier niveau. Après ça, si j'ai une autre anomalie, ça me donne un Vexus 2. Et puis, s'il y en a un et deux, ben là, ça donne le 3. Alors, si j'ai un Vexus 3, là, je vais activement enclencher de la diurèse ou quelque chose comme ça. Alors, c'est là ton fine-tuning. C'est là le fine-tuning. Okay. Donc, c'est quand tu as une grosse veine cave que là, tu vas aller vers les évaluations subséquentes. Si j'ai pas de grosse veine cave, ou si la veine cave a une fluctuation, soit respiratoire ou juste circulatoire, j'ai pas besoin, à ce que je vois jusqu'ici, d'aller plus loin que ça. Parce que ton volume tolerance, à ce moment-là, c'est pas par tes organes encapsulés, mais tu vas peut-être plus regarder au niveau, s'il y a une pneumonie, de l'épanchement pleural, de l'édème pulmonaire, tu vas aller faire ton échographie pour le reste. Là. C'est vraiment pour aller voir, y a-t-il une atteinte des organes intra-abdominaux qui vont être néfastes. Puis qu'on le sait, de toute façon, l'IRA en choc, c'est souvent la première valeur qui devient toute débalancée. J'aimerais ça terminer cette discussion-là sur les patients. Ben, peut-être que tu vas me dire qu'avec le Vexus, tu le fais, mais de voir un patient qu'on a intubé puis qui a une hypertension pulmonaire due à l'intubation sur une pneumonie, mais si le patient a une hypertension pulmonaire de base, par exemple, il y a une PAP à 60-70 de base, puis il est MPOC, puis on l'intube, puis il y a une pneumonie, alors les PAP vont augmenter. Alors là, à part l'utilisation du Vexus, comment tu évalues ta veine cave puis ta volémie? Parce que c'est sûr que ce patient-là va avoir 22, 23, 24. On en voit des fois à 30 de veine cave. Alors, c'est quoi que tu fais ton cut-off? Tu te dis-tu d'emblée intuitivement que à 2, tu n'es pas en hypertension réelle, tu n'es pas en hypervolémie réelle, tu es juste en hypertension pulmonaire, puis ce patient-là a besoin de ce 2-là pour vivre, puis si tu le baisses à 1,5, il va crasher ses pressions parce que tu n'auras plus de Starling adéquat là, à ce niveau-là. Comment tu le vois, ça? Parce que ça, on le voit de plus en plus, on dirait que c'est peut-être parce qu'on fait beaucoup d'échos qu'on est plus à l'affût de ça. Mais moi, je sais que ça devient un questionnement des fois un petit peu plus complexe dans ma tête quand j'ai des patients en hypertension pulmonaire. Oui. En effet, le patient d'hypertension pulmonaire sévère est très difficile à savoir quelle est sa veine cave optimale, si on veut. Alors, c'est là qu'il faut se souvenir que la veine cave, elle va s'adapter, comme tu dis, on en voit des fois des 3 cm, des choses comme ça. Alors, si, d'emblée, si on a une hypertrophie du ventricule droit important, qu'on a une hypertension pulmonaire qu'on mesure, mais des fois avec l'hypotension systémique, c'est un peu difficile à savoir quel est notre point de base. C'est sûr que là, la veine cave, un diamètre, une surface, ça va être très dur à juger. C'est pour ça que je m'en viens plus vers, est-ce que la veine cave est pléthorique? Si elle est pléthorique, puis elle ne bouge pas, puis les veines hépatiques sont dilatées, puis on a du Vexus 1 ou quelque chose comme ça, là, j'ai pas crainte qu'on est rendu en hypovolémie, parce qu'on peut facilement avoir une veine cave à 2,5 cm d'une hypertension sévère qui est en fait hypovolémique. Hypovolémique, oui, tout à fait. Et qui a besoin, comme tu dis, d'avoir un peu plus de précharge. C'est très possible. Alors, c'est plus l'aspect, si on a une veine cave fixe, peu importe qu'elle soit 20, 25, 30, mais si elle est fixe avec pas de variation,
ça, du point de vue d'une réanimation d'un patient en hypertension pulmonaire, ça me dit que leur précharge est adéquate. Moins que ça devient très difficile à dire. Puis là, c'est probablement de faire un test avec un petit bolus et mesurer le débit cardiaque de façon très serrée et voir si on a une amélioration. Si le problème est en effet un problème de débit cardiaque, parce qu'il faut se souvenir que bien de fois dans le sepsis, par exemple, c'est pas fondamentalement un problème de débit cardiaque, mais un problème de coupling dans la microcirculation et on a beau augmenter le débit cardiaque, c'est pas toujours la chose à faire, comme il y a presque toujours un certain prix associé à ça. Ce qui est extrêmement intéressant, Philippe, ça fait 25 minutes qu'on parle. On pourrait parler, je pense, pendant des heures de la volémie. On va s'arrêter là. Je voudrais te remercier d'avoir participé à ce premier podcast-là, parce qu'il va y avoir une série sur la volémie qui s'en vient. Il y a plusieurs sujets qui s'en viennent dans le futur sur les cliniques d'insuffisance cardiaque, les traitements dans les défaillances droites, les syndromes cardio-intestinales, les congestions veineuses et le délirium. Donc, on a beaucoup de choses qui s'en viennent comme ça. Alors, je te redis un gros merci. Merci d'avoir participé, d'avoir donné ton expertise. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité, Yann. Merci. Alors, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de le partager à tous vos collègues. On est sur toutes les plateformes habituelles, Google Podcast, Apple Podcast. On est sur Twitter et retrouvez-vous sur notre site du Francophone également. Merci beaucoup. À la prochaine. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.